Bonsoir à tous. Nous avons l'honneur et le grand plaisir d'écouter ce soir le professeur Jean Salmon, qui est l'un des représentants les plus célèbres de l'école de Bruxelles et celui qui en a réellement transposé les méthodes et les acquis au niveau du droit international. Alors, est-il besoin de le présenter? Ben oui, au moins pour la mise en ligne de cette conférence, le professeur Salmon est un géant du droit international, qu'il a enseigné pendant plus de 30 ans à la faculté de droit de l'ULB et dans bien d'autres lieux. Il a aussi dirigé le Centre de droit international depuis sa création et pendant, là encore, plus de 30 ans. Il a dirigé la célèbre revue de droit international pendant plus de 40 ans et il a des centaines de publications, littéralement, parmi lesquelles je citerai, et ce n'est pas très original, mais néanmoins le dictionnaire, le fameux dictionnaire de droit international dont il a été l'âme et le moteur. Mais outre ces qualités exceptionnelles, Jean Salmon présente en outre un mérite tout à fait singulier parmi les orateurs de ce cycle de conférences, puisqu'il est le seul à avoir été l'élève et le disciple de Chaim Perelman et d'avoir participé très régulièrement et très activement, comme en témoignent certaines publications, aux travaux du Centre national de recherche de logique. Et donc il pourra nous parler de cette expérience singulière, de ce moment, de cette période importante dans la vie de cette école. J'ajoute qu'il a également bien connu M. Ganser van der Merch, puisqu'il a notamment participé avec lui à la création de l'Institut d'études européennes, dont il a été pendant plusieurs années le secrétaire général. Cependant, et c'est encore un trait singulier, si Jean Salmon est à part entière et se revendique comme un membre de l'école de Bruxelles, il est également et pleinement un membre fondateur de l'école de Reims. Il est d'ailleurs docteur honoris causa de cette université, école de Reims en droit international qui se caractérise par une approche critique du droit international. Et donc, à travers son exemple et son témoignage, on pourra examiner une question qui est importante, c'est la manière dont se concilie, si elle se concilie, une approche pragmatique du droit d'un côté, une approche critique du droit de l'autre. Alors, une piste de cette conciliation, c'est peut-être une notion qui est revenue déjà à plusieurs reprises dans le cadre de ce cycle de conférences, c'est la notion d'engagement et d'engagement dans la lutte pour le droit. Alors, engagement politique, certainement, en ce qui concerne Jean Salmon, qu'il a toujours revendiqué, jusque y compris aux Nations Unies, notamment, pour ne citer que cela, au service de la cause palestinienne, mais engagement également dans le combat judiciaire, en plaidant des causes, en les gagnant, si possible, notamment au niveau de la Cour internationale de justice. Alors voilà, on a compris qu'on a beaucoup de choses à apprendre ce soir, donc je vous cède la parole pour cette conférence sur l'école de Bruxelles en droit international. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur que tu es, ou président? Président, directeur général. Ah, voilà. Eh bien, écoutez, Benoît Friedman m'a demandé, dans le cadre de ce cycle sur l'école de Bruxelles, de vous parler du droit international. J'ai accepté joyeusement et légèrement pour me rendre compte ensuite des embûches de la tâche. À la réflexion, c'est Olivier Corten que vous auriez dû inviter pour vous dire ce qu'est aujourd'hui l'école critique de droit international de Bruxelles. C'est lui qui la dirige et qui en a traité avec une science, dans un livre remarquable, le discours du droit international pour un positivisme critique. Si vous ne l'avez pas lu, il est encore temps de racheter cette erreur. Mais enfin, le mal étant fait, c'est moi qui suis à la tribune. Mon rôle se bornera donc à essayer d'être un conteur des prolégomènes. J'avais d'abord pensé que j'allais commencer mon propos par l'histoire de l'enseignement du droit des gens à l'ULB, depuis Arndt
1850, jusqu'à Henri Rollin, en passant par Rivier, Neisse, Bourquin. Tous furent d'éminents professeurs, des praticiens et des personnalités renommées dans leur domaine. La plupart ouverts à l'histoire. On pourrait sans doute les classer, avec quelques nuances, sous le concept, à vrai dire, à la vaste extension et aux contours flous, de l'école de Bruxelles tel qu'il est entendu par les organisateurs du présent programme. Néanmoins, tout bien considéré, je laisse cet historique pour mon texte écrit, si vous le permettez. J'ai choisi de centrer mon propos sur le cheminement qui a conduit au Centre de droit international tel qu'il existe et qui est considéré comme formant, comme vous le disiez il y a un instant, une école spécifique, l'école critique du droit international de Bruxelles. Comme témoin de ses origines, je crois pouvoir dire que le centre est en quelque sorte le fruit d'un ménage à trois, si j'ose m'exprimer ainsi, la personnalité d'Henri Rollin et la conjonction de deux écoles, celle de Bruxelles entendue stricto sensu, c'est-à-dire celle de Perelman, et ce que l'on a appelé l'école de Reims, qui était née sous l'impulsion de Charles Chaumont, et c'est ceci que je vais essayer de démontrer. Mais avant cela, peut-être un mot à propos de notre faculté dans les années 50. J'ai le triste privilège d'avoir fait mes études entre 1949 et 1954. Vous voyez, c'est assez loin. À cette époque, ce que Benoît appelle l'école de Bruxelles, je dois vous avouer, n'était pas très perceptible. Quoique dispensé par une quasi-unanimité de praticiens, l'enseignement était théorique et abstrait. Le positivisme était la ligne incontestée. Le droit naturel repoussé d'évidence par le libre examen. L'objectivisme était affiché. Le caractère politique et idéologique du droit complètement occulté. L'enseignement du droit se devait d'être neutre et apolitique. Vous voyez comme j'ai été bien reçu. Chez les civilistes qui dominaient, sous forme de boutade, certains d'entre nous disaient que nous sortions de la faculté docteur en droit civil plutôt que docteur en droit. Je dois dire qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de signe que le droit évoluait. Au contraire, le droit était buriné dans la pierre. Le mode des cours de principe, dans lequel on ne pouvait pas changer un mot, à l'examen, ne pouvait qu'accentuer cette impression. La valeur phare dans le cours de philosophie du droit d'Henri Lepage était la sécurité. Une exception au droit privé, assez exceptionnelle d'ailleurs, celle de Maximilien Filonenko, qui enseignait le droit international privé. Alors certes, c'est un droit essentiellement jurisprudentiel, il y a juste un article du Code civil, si mes souvenirs sont bons, et pour tout le reste, c'est surtout de la jurisprudence, et puis en plus des éléments extérieurs qui interviennent. Et Filonenko avait une faculté, c'est qu'il parvenait à nous montrer comment évoluait la Cour de cassation, et comment sur un certain nombre d'années, il parvenait à transformer le contenu de certains concepts de façon à l'élargir. Et je dois dire que j'ai été très impressionné et qu'à partir de ce moment-là, d'ailleurs, j'ai été très très attentif à suivre et à lire de beaucoup plus près les articles de cette cour. Et je vous dirais qu'en plus, à l'époque, il jouait à lui seul le rôle d'école de doctorant, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que pratiquement c'est lui qui dirigeait toutes les thèses d'agrégation qui se faisaient à l'époque dans l'université, dans la faculté de droit. En droit public, en revanche, deux exceptions dans ce ciel morose. Walter Jean Ganzop van der Merch, dont Arnaud van Weyenberg a évoqué la personnalité dans une précédente conférence, qui enseignait le droit public et qui était très engagé, j'y reviendrai, par sa vie et son militantisme juridique. Et Henri Rollin, dont je dirai quelques mots maintenant. Henri Rollin
fut un homme exceptionnel, grand patriote des deux guerres, engagé volontaire en 14. Il devait avoir 17 ans. Deux anecdotes marquent, je pense, illustrent l'homme. La première, celle-ci. 3 de ses frères moururent au combat. À la mort du troisième, Polymance, qui était ministre des Affaires étrangères, voulant arracher un quatrième à un sort similaire, lui proposa de venir travailler pour lui au département des Affaires étrangères. Comme vous le savez, le gouvernement était à ce moment-là en exil à Sainte-Adresse. Il pria, Henri Rollin, pria le ministre de postposer son offre jusqu'à la fin de la guerre. C'était très habile de sa part. Il demanda de pouvoir être affecté comme commandant de la batterie que dirigeait son frère, ce qu'il obtint. La seconde est la suivante, que j'ai racontée à Éric David récemment et qu'il ignorait. Le 10 novembre 1918, sa batterie fut approvisionnée en obus toxiques en vue d'une offensive générale prévue pour le lendemain. Considérant cet ordre contraire au droit de la guerre, il exigea un ordre écrit du général qui en prendrait la responsabilité. Cet ordre n'arriva pas. Le lendemain, c'était l'armistice. Henri Rollin sera marqué désormais par une farouche volonté de combattre pour la paix. Après la guerre, il rejoint Polymance, dont il devient le secrétaire à 18 ans, enfin, donc je parle un peu plus tard maintenant, mais il est encore très jeune. Il n'est pas encore docteur en droit à ce moment-là. Et il va participer aux principaux événements diplomatiques de cette époque, la conférence de la paix, la création de la Société des Nations. Et ce n'est qu'en 1919, qu'il devient docteur en droit de l'université de Gand, qui était, je vous rappelle, francophone à l'époque. Et il s'inscrit immédiatement au barreau, mais de Bruxelles. Il est issu d'une famille gantoise chrétienne. On disait le bénédicité à table. Mais d'opinion libérale, ce qui n'était pas étonnant étant donné la classe sociale à laquelle il appartenait. Il accepte cependant de devenir chef de cabinet d'Emile van der Velde, ministre socialiste pour ceux qui éventuellement l'ignoreraient. Toutefois, ce n'est qu'en 1928 qu'il va faire le choix du POB, c'est-à-dire le Parti ouvrier belge. Il avait été sollicité, étant donné ses origines et ses opinions, de se présenter comme candidat député sur les listes du Parti libéral à Gand. Et il est amené à cette occasion à expliquer à celui qui le sollicitait son programme. Ce dernier, après l'avoir écouté avec beaucoup d'attention, lui conseilla de s'inscrire au Parti socialiste. Comme on va le voir, le socialiste, ce qu'il fit d'ailleurs, mais en 28 ou 29, je ne sais pas très bien. Mais le socialisme tel que lui le conçoit est évidemment pas le socialisme marxiste et matérialiste, mais un socialisme de cœur. Et il sera élu en 1932 comme sénateur, et il devait conserver son siège au Sénat jusqu'en 1968. Il présida la Haute Assemblée de 1947 à 1949. Donc vous voyez tout de suite que c'est un homme qui a surtout beaucoup agi comme avocat et comme sénateur. Très actif sous la SDN, il est membre de la délégation belge à toutes les sessions annuelles de l'Assemblée. Il participe à différentes conférences internationales, dont la célèbre conférence de Locarno. Il fait preuve constamment, à cette époque d'avant-guerre, de la Seconde Guerre, il fait preuve de militantisme politique et juridique. Il dénonce l'agression japonaise contre la Mandchourie, l'agression italienne contre l'Abyssinie, le fascisme mussolinien, le franquisme en Espagne et la politique de non-intervention des démocraties occidentales, le nazisme, les accords de Munich,
la politique neutraliste en Belgique. Après la défaite de 1940, il appelle à la résistance. Menacé d'être arrêté par la Gestapo, il se retrouve à Londres avec le gouvernement belge dès 1941. Si mes souvenirs sont bons, Ganzop va le suivre l'année suivante. Il œuvre dans les services du gouvernement. À l'issue de la guerre, il fait partie de la délégation belge à la conférence de San Francisco, où il mène une fronde infructueuse contre les privilèges exorbitants des membres du Conseil de sécurité. Il est membre de la Cour permanente d'arbitrage, de l'Institut de droit international. C'est un plaideur renommé à la Cour internationale de justice. Il sera juge, puis président de la Cour européenne des droits de l'homme. Ses engagements après la guerre restent notables. Il défend les membres du FNL algérien, poursuivis devant les juridictions françaises. Il condamne au Parlement belge l'intervention franco-britannique à Suez et l'opération israélienne qu'il devait qualifier d'agression en dépit de son attachement viscéral à cet État. Il est lucide sur l'instrumentalisation de l'ONU par l'Occident. Il dénonce au Sénat les interventions américaines au Guatemala, à Cuba, à Saint-Domingue. Il estime scandaleux que la représentation de la Chine à l'ONU reste entre les mains du gouvernement nationaliste. Et il s'insurge contre les votes de la Belgique à ce propos. Il défend la politique de reconnaissance de la RDA et plaide pour que l'Allemagne de l'Ouest reconnaisse la frontière Oder-Neisse. Il est ouvertement opposé à SPAC en politique atlantique et réservé à l'égard des communautés européennes, en particulier la communauté européenne de défense et la communauté politique européenne qui ne verront d'ailleurs pas le jour. Il préside le Comité national Vietnam, il défile dans les rues de Bruxelles dans une marche anti-atomique, ou encore contre les colonels grecs, 5 jours avant sa mort en avril 1973. Vous n'avez pas prévu à boire à propos. Ça serait une excellente chose. Non, ça ne marche pas, ça. Pas plus que le son. Bien. La position théorique d'Henri Rollin est en revanche assez paradoxale. Quoique toujours militant et pragmatique dans ses engagements, il reste classique dans sa vision du droit. C'est un positiviste idéaliste. Il n'est ni volontariste, ni formaliste, ce que tu veux. Mais... Ah, voilà, elle me sauve toujours. Il faut toujours avoir confiance aux femmes. Il n'est pas volontariste. Pour lui, le fondement du droit ne se trouve pas dans la volonté des États, mais dans l'adhésion des consciences à une nécessité sociale. La conscience juridique du monde civilisé, dira-t-il en 1948, et qu'il écrira encore en 1951. Cette formule est celle des statuts de l'Institut de droit international de 1873. En 1863, il reconnaîtra toutefois qu'il convenait de renoncer à la formulation de nation civilisée, aucun État ne se considérant comme tel. Ce qui était même du bon sens. Sa pensée postule une communauté internationale. Tout en s'étant progressivement converti avec les Nations Unies à la décolonisation, il craint au départ que les nouveaux États ne remettent en question la coutume internationale, qu'il estime être un droit universel qui s'impose à tous. Il espère que ces jeunes États se rallieront au droit classique et donneront à l'ONU une universalité réelle. Dans un article de 1960, il appelle de ses vœux l'avènement d'un ordre public réellement international. Et en ça, il est assez neuf, parce que ça, c'est le jus cogens, qui va être accepté par la Convention de 1969 sur le droit des traités. Quoique foncièrement patriote et unitariste, il parlait aussi bien le français que le néerlandais, il se faisait un devoir de parler néerlandais chaque fois que c'était nécessaire,
et attaché à la souveraineté nationale, il était patriote, il dénonce une conception abusive de la souveraineté, donc il n'est pas souverainiste. Et il estime que c'est un frein à l'internationalisation. Il est bien entendu moniste, il se félicitera de la position de la Cour de cassation dans l'affaire Le Ski. Je suis persuadé qu'il a eu beaucoup de rapports à ce moment-là avec Walter Jean Ganzoff. Et au Sénat, il œuvrera pour une modification de la Constitution dans le même sens. S'il est positiviste, il n'est pas formaliste. Il est résolument ouvert aux évolutions quand elles lui paraissent possibles. Il acceptera ainsi que les peuples recouvrent leur droit à disposer de leurs richesses naturelles, notamment par la nationalisation. Il gagnera à la Cour de la Haye le célèbre procès de l'Iran contre l'Anglo-Iranian Oil Company représentée par la Grande-Bretagne en défendant le docteur Mossadegh. Il gagnera cette affaire et il ne restera plus à la Grande-Bretagne que de faire un coup d'État contre Mossadegh. À la fin de sa vie, ça c'est un élément personnel parce qu'il était quelqu'un qui tenait beaucoup à l'ancien droit de la mer, tel qu'il avait été fait en 1958, eh bien j'avais pu le convaincre que le nouveau droit de la mer, qui était issu de la conférence de Montego Bay, était véritablement beaucoup plus équitable et plus normal que celui de 1958, et il avait marqué son accord. J'ai toujours été étonné que jusqu'à la fin de sa vie, il évoluait dans ses réflexions. Je me souviens même quand il m'a dit en 1973 « Ah Salmon, c'est vrai, Israël, il exagère ». Donc ça, c'est vous dire qu'il allait même très loin, ses possibilités de se modifier. Par son action, il fut souvent la plume à la main, celui qui mit au point des textes ayant une portée décisive. Il participa ainsi à la rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme. Le projet d'article 1 de la Convention était formulé comme suit. Les hautes parties contractantes s'engagent à reconnaître les droits et libertés définis au titre 1. Rollin proposa l'amendement suivant, qui fut adopté. Les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente Convention. La Convention était directement applicable aux particuliers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de ça. S'il n'y avait pas eu ça, vous n'auriez pas ce qu'est aujourd'hui la Convention et la Cour européenne des droits de l'homme et tout ce qui en a suivi. Vous n'auriez qu'une dizaine au maximum de procès opposant les États l'un à l'autre. C'est lui, donc c'est dire qu'une telle personnalité ne pouvait que marquer de son empreinte la génération d'internationalistes qui allait suivre. Mais il faut dire que sur un plan tout à fait concret, c'est à lui et à Ganzoff que l'on doit le développement du droit international à l'ULB par la création en 1961 de 2 licences, une licence en droit européen et une licence spéciale en droit international, de 2 ans. Et ce fut alors lui qui, avec l'appui d'ailleurs de Ganzoff van der Merch, il m'écrivit. À ce moment-là, j'étais à Beyrouth, où je travaillais à l'OMROI, donc l'Office de secours pour le secours et les travaux pour le secours aux Palestiniens. J'étais comme conseiller juridique adjoint. Et je dois vous dire que j'acceptais avec joie. Je fus nommé chargé de cours avec un horaire à plein temps dans la nouvelle licence. C'était tout de même assez exceptionnel d'avoir réussi à obtenir à ce moment-là une chose de ce genre à l'université de Bruxelles et à la faculté de droit. Alors, je bois un petit peu avant de vous parler du Centre de droit international. Moins de 3 ans plus tard, fut créé en 1964 le Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international.
Ce n'est pas un hasard si cette création s'effectua à l'Institut de sociologie. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas un seul centre de recherche, si ce n'est un truc qui s'appelait le Centre René Marc, où on faisait soi-disant des recherches, mais c'était vraiment pas très sérieux. Il y avait quelqu'un qui faisait une conférence tous les 4 mois. Enfin, voilà. Le but était de montrer l'existence du droit international en Belgique par l'examen de la pratique, à la fois celle de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Il s'agissait de faire apparaître les racines historiques, sociologiques et économiques des règles du droit international, en opposition à la vision théorique et idéaliste de la doctrine dominante. Henri Rollin est président, mais il laisse la bride sur le cou à son directeur, c'est-à-dire moi, et à Paul Smets, qui était remarquablement efficace. Et dans la foulée, l'année suivante, on crée la Revue belge de droit international. L'approche critique du centre allait progressivement se développer sur la base de 2 influences complémentaires à celle d'Henri Rollin. D'une part, celle de Chaim Perelman, et ensuite celle de Charles Chaumont, lequel a enseigné le droit des gens à la faculté de 61 à 65. L'apport de Chaim Perelman, et ça je vous prie de m'excuser, mais je suis obligé de passer par moi parce que c'est ma vie en quelque sorte. J'ai été impressionné par Perelman, disons, par 3 facteurs qui se sont accumulés. En premier lieu, d'abord, c'était son enseignement. Je ne dirais pas que son enseignement oral m'ait beaucoup impressionné à l'époque, mais ce que j'avais beaucoup aimé, c'était certains de ses écrits. Il y avait notamment un petit bouquin rouge qui était paru. Oui, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Mao Tse-tung. Hein, bon. Il y avait donc un petit bouquin qui était paru en 1945 à l'office de publicité, que j'avais longtemps, était d'ailleurs totalement, presque déchiré, et puis j'ai dû le passer à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu, mais ça a été réédité, et qui s'appelait « De la justice ». Alors pour un jeune juriste, enfin qui voulait devenir juriste, ça paraissait être une lecture importante. Et en effet, c'était important, parce qu'il essayait de définir ce que c'était que la justice. Et il était arrivé à une très belle définition formelle, en disant lui-même qu'elle était formelle, un principe d'action selon lequel les êtres d'une même catégorie essentielle doivent être traités de la même façon. Vous y avez fait allusion, je crois, vous êtes non, je me trompe peut-être. Mais pour une justice concrète, encore fallait-il définir la catégorie et le critère par lequel il convenait de traiter les membres de cette catégorie. Et il avait singularisé dans son livre 6 critères. À chacun la même chose, à chacun selon ses mérites, à chacun selon ses œuvres, à chacun selon ses besoins, à chacun selon son rang, à chacun selon ce que la loi lui attribue. À vrai dire, il aurait pu en ajouter d'autres que nous connaissons par la pratique, l'âge, le sexe, la fortune, etc. Si vous écoutez les nouvelles ces temps-ci à propos de la taxe en Turquie, c'est exactement le problème. Quel va être le critère par lequel on va déterminer l'égalité, la justice dans la distribution de la taxe. Je dois dire que cette première lecture a été pour moi très importante parce qu'elle m'a permis de relativiser une notion de justice qui pour moi à ce moment-là avait un côté catéchisme catholique, l'article 1 ou article 2, quelque chose de ce genre. Un second ouvrage devait me marquer énormément. C'est un ouvrage qui était sorti en 1952 qui s'appelait Rhétorique et philosophie, qui était paru aux presses universitaires françaises, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je possède encore mon exemplaire et je peux vous assurer qu'il est annoté au crayon en bien des endroits. Deuxième élément qui a été important pour moi dans ma relation avec Perelman,
c'est que j'avais appris j'ai déjà signalé une autre fois ici, mais un de mes amis m'avait signalé, m'avait dit, si tu veux quelque chose d'intéressant avec Perelman, tu dois aller écouter son séminaire en philo. Et en effet, j'arrive là, il y avait 8 personnes maximum, tous qui essayaient de devenir licenciés en philosophie. Et l'exercice qu'il avait donné aux étudiants, c'était de dire, vous allez tous apporter un texte dont vous croyez qu'il est vrai, qui vous a convaincu. Et chacun apportait son texte. Et ensuite, Perelman commençait à décortiquer ce texte et à nous montrer quelles étaient les techniques argumentatives qui avaient été utilisées et comment on aurait pu utiliser une autre technique qui aurait abouti à des solutions différentes. C'était la période, nous sommes à ce moment-là, comme vous le voyez, en 1953 au plus tard. C'est la période où il est en train de préparer avec Madame Albrecht son célèbre livre qui va paraître, La théorie de l'argumentation, qui va paraître en 1958. Dès que ce livre sortira, je serai d'ailleurs à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, oui, je quittais la Belgique après mon service militaire et je partais à Lomra. Je suis parti avec ce livre et je l'ai lu pendant que j'étais là-bas et je peux vous assurer que c'était une source d'ouverture parce que on voyait là, on découvrait par ce maître ouvrage qui ne concernait pas spécialement le droit, le rôle de l'argumentation dans la vie de tous les jours, les méthodes et techniques d'argumentation, leur caractère pragmatique, le rôle des valeurs, certes, mais l'absence de valeurs absolues, le fait que pour agir, pour choisir, il n'était pas nécessaire d'avoir des vérités absolues. La relation entre argumentation et auditoire était analysée. Un but d'idéalisme aux valeurs absolues, je fus au départ complètement désarçonné, mais au départ seulement, parce que quand je me suis relevé, j'étais beaucoup plus relativisé et solide. La troisième expérience, c'est lorsque, en 1961, j'arrive de Beyrouth pour prendre ma charge de cours à l'ULB, et qu'est-ce que je rencontre à la salle des professeurs? Chaim Perelman. C'est lui qui vient vers moi, il m'a reconnu, et vous savez ce que c'est pour un jeune d'être reconnu. Et il me dit, Salmon, vous savez que je donne au CNRL des conférences, etc. Ça pourrait vous intéresser. Hop, je n'ai pas manqué à ce moment-là d'y aller et d'y aller tant qu'il a vécu. C'était, je dois dire, quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'était cette fois-ci se fixer sur le problème de la manière, de la rhétorique propre au système juridique et essayer de voir comment on raisonnait, comment raisonnait le juriste. Le groupe était composé de professeurs, toute une série de professeurs assez passionnants. Il y avait Paul Fourier, qui bien sûr rayonnait, Henri Buch, Raymond van der Elst, Robert Legros, Marc Sommerhausen, André van Welkenhuizen. Pour tous les petits jeunes, si j'ose dire, ça ne vous dit rien, mais pour les plus anciens, c'était tout de même des grands noms de la faculté. Quelques philosophes, Miedzanagora et Giercher, lorsqu'il a eu vers la fin, et des philosophes du droit d'autres pays, Bobbio, Tamelot, Wróblewski. Je dois dire que Chaim Perelman avait une prédilection, à juste titre d'ailleurs, pour une série de professeurs de philosophie polonais. Et je crois qu'il en profitait pour leur permettre de venir un peu prendre l'air à Bruxelles. Ça ne leur faisait pas de mal. Et donc, il y avait Léon Husson, Michel Tropper, qu'on voit apparaître. Et surtout, c'est là, je crois, la chose importante, c'est des praticiens du droit, des avocats, magistrats, et le fidèle Luc Silence, qui, je crois, a assisté absolument à tous. J'avais suggéré d'ailleurs à M. Perelman d'inviter Manfred Lachs,
qui était le juge polonais et puis le président de la Cour internationale de justice, qui a été invité par 2 fois. Le CNRL a publié toute une série de monographies, vous les connaissez, le fait et le droit, les antinomies, les lacunes, les présomptions, les fictions, la règle de droit, la motivation des décisions de justice, la preuve en droit, les notions à contenu variable, et une série intitulée « Études de logique juridique ». Alors, ces ouvrages mettent en lumière l'importance du juge en dernier ressort, son caractère créateur, mais aussi l'obligation pour lui de se justifier, de motiver et donc de convaincre, d'obtenir autant que possible l'accord des destinataires de ses décisions. Je peux vous assurer que pour la Cour internationale de justice, c'est bien cela qu'elle essaye de faire, de convaincre les auditoires, pour reprendre une terminologie de Chaim Perelman, qui sont particulièrement intéressés par ces décisions, et qui sont très variés d'ailleurs. Cet enseignement me sera à jamais bénéfique, tant pour concevoir l'enseignement, des conférences, devant un auditoire déterminé, une plaidoirie devant un juge ou un article de doctrine. Cette méthode de décryptage de l'argumentation deviendra, je pense, un des piliers sur lesquels repose l'école critique du droit international de Bruxelles. À bien des égards, le droit international s'y prête mieux, aux théories de M. Perelman, que le droit interne. L'ouverture du droit à des sources autres que la loi se pose beaucoup moins en droit international qu'en droit interne. Le droit international connaît d'autres sources acceptées au-delà des traités, qui d'ailleurs sont très rarement universels. Ainsi la coutume, les principes généraux du droit, les principes généraux de droit international, l'acte unilatéral. Le caractère conflictuel des valeurs dans un système plus anarchique des sources et plus diversifié dans le domaine des légitimités y est plus visible. On y conteste plus aisément le postulat positiviste selon lequel le droit serait complet, prétendument du fait de l'existence d'un principe de liberté. Un tel principe n'existe pas en droit international positif, lequel ne se conjugue pas selon le système binaire permis-interdit. Il contient d'autres normes, des normes d'attribution de compétences, d'organisation de procédures, d'autorisation, de recommandations, de souhaits. Il lui arrive aussi très souvent d'être neutre ou silencieux face à de nombreuses situations. Il n'existe en droit international aucun système législatif pouvant unifier l'anarchie normative des sujets de droit. Il n'existe pas davantage un appareil politique apte à assurer la hiérarchie et la cohérence entre les normes revendiquées par les États ou même par les organisations internationales. Partant, les valeurs professées sont très divergentes. L'existence de conflits entre règles est monnaie courante. Les faits à traiter relèvent souvent de sources étatiques divergentes et de domaines différents de l'ordre juridique susceptibles de les régir. Une situation particulière peut relever à la fois du commerce, de l'environnement, du droit social international, des droits de l'homme, du droit du développement, etc. Donc la possibilité de choix pour les parties d'argumentation ou pour le juge de ces motivations est très grande. Les grands principes relatifs aux relations amicales peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Par exemple, autodétermination des peuples, non-intervention, intégrité territoriale, non-recours à la force. Le pouvoir juridictionnel reste fragmentaire. Le recours aux moyens de règlement pacifique des différends demeure non obligatoire. La création d'une jurisprudence dans un domaine particulier est possible, mais beaucoup plus difficile à réaliser, sauf pour des juridictions tout à fait spécifiques pour un traité particulier. En un mot, le modèle kelsénien d'un système de normes hiérarchisées et cohérent ne correspond pas au droit international tel qu'il est pratiqué. L'examen de la pratique montre que les États, les conseils, les juges utilisent dans leur argumentation tous ces concepts mis en lumière par Perelman, les fictions, les lacunes, les antinomies, vraies ou alléguées,
les analogies, les présomptions, les notions à contenu variable et les concepts comportant une composante évaluative pour gérer les comportements. Et je vais vous donner quelques exemples. Les notions d'abus de droit, le détournement de pouvoir, l'intention, la bonne foi, l'urgence, le péril imminent, la diligence due, l'état de nécessité, la réponse proportionnée, les principes équitables, l'indemnité ou le traitement équitable, le dommage significatif en matière d'environnement, le principe de précaution, la notion de raisonnable, etc. Dans la ligne de cet enseignement, Olivier Courtine en particulier s'est attaché à approfondir divers concepts, celui du raisonnable, de la nature des choses, entre guillemets, des rapports entre les registres de légitimité et de légalité dans l'argumentation en droit international, des techniques d'interprétation, de l'idéologie en droit, des lacunes, et à présenter des synthèses sur la sociologie juridique, la sociologie politique du droit et la méthodologie du droit international public. Le syllogisme judiciaire, censé gouverner le raisonnement du juge, n'est qu'une lointaine image de son rigoureux modèle antique. Comme j'ai essayé de le démontrer dans un cours à l'Académie de droit international, chaque élément du raisonnement déductif, majeur, mineur, est un ensemble complexe d'opérations où interviennent à la fois droit, fait et valeur. Un mouvement dialectique ne cesse de s'opérer entre ces divers éléments tout au long du raisonnement sur le cas. Le fait n'est appréhendé, sélectionné, façonné et interprété que par référence à la règle de droit. Et ces dernières ne sont choisies et interprétées qu'en fonction des faits auxquels on veut les appliquer. Ceci rend le fait une donnée aussi fondamentale, sinon plus fondamentale, que le droit pour résoudre le cas en litige. Le rôle moteur des parties et créateur du juge sont ici très perceptibles. Toutes ces propositions me semblent avoir été assimilées directement ou indirectement par les membres du Centre de droit international. Alors, avant de passer à l'apport de Charles Chaumont, je vais boire à votre santé. Charles Chaumont était connu par Henri Rollin depuis San Francisco. Il était professeur à Nancy, ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Paris, secrétaire général de l'Académie de droit international lorsqu'il fut nommé titulaire en 1961. Au moment où M. Rollin partait, il fut nommé titulaire du cours de droit des gens, le cours de licence. C'était encore le doctorat à ce moment-là. Il avait été conseiller juridique au Quai d'Orsay. Mais à la suite de l'affaire de Suez, il était à ce moment-là, il faisait partie de la délégation française à l'ONU, et le moment de l'intervention militaire à Suez, il a quitté la délégation et démissionné. C'était un farouche opposant à ce genre d'action, et d'ailleurs, ultérieurement, dans les années qui allaient suivre, à la Ve République. Son enseignement, donné ici à la faculté, n'est pas révolutionnaire, mais il expliquait chaque institution en le remettant dans son contexte politique. Par exemple, sur les réserves, c'était un cours de politique qu'il nous donnait, plutôt qu'un cours de droit. C'était les deux. Il expose à cette occasion les positions des diverses parties, le contexte politique et les controverses. À la suite de mai 68, il donne un cours révolutionnaire à l'Académie de droit international de 70. Là, révolutionnaire, vraiment, surtout dans le vocabulaire. Il s'amusait, je crois, à taquiner le curatorium en montrant régulièrement le petit livre rouge de Mao Tse-tung et de le citer en ce qui concernait la dialectique. Ce cours est, c'est vrai, ouvertement fondé sur des concepts marxistes.
Dans la foulée, d'ailleurs, seront créés les colloques de Reims. Il y a eu 8 rencontres de 1973 à 1989, organisées par 4 personnes. Charles Chaumont, bien sûr. À l'époque, 2 professeurs de Reims, Jean-Pierre Collin et Monique Chemillet, et moi-même, que Charles avait connu depuis qu'il était ici à Bruxelles. Et les membres du Centre de droit international vont toujours être actifs, aussi bien pour l'organisation de chaque rencontre que par la participation aux exposés et aux discussions. À l'époque, il y avait Éric David, Michel Vincineau, Slavenka Pelech-Botson et évidemment moi-même. La philosophie ambiante y est marquée par des analyses marxistes, mais, j'insiste, non rattachées à l'un ou l'autre socialisme réel, qui, au demeurant, était à nos yeux bien peu marxiste. Léon se souviendra de ce que l'on disait ensemble à cette époque. On peut résumer cette pensée guidée par Charles Chaumont comme suit. La règle de droit international résulte de la formation d'accords, quelle que soit la forme de ceux-ci, entre États souverains. La force obligatoire de la règle de droit résulte de tels accords. Dans un système où existe l'égalité souveraine des États, il n'y a pas de place pour une volonté d'un État supérieure à celle des autres États, sauf si ces États se mettent d'accord pour accepter des exceptions, comme le pouvoir du Conseil de sécurité par exemple. Comme ces accords lient les États dans des relations aléatoires, le droit international n'est pas un système universel et complet, mais bien un système relatif, partiel et fragmentaire. L'égalité entre États dans l'accord n'est que formelle. L'inégalité réelle de leurs relations fait que les rapports de force dominent les rapports interétatiques. La règle de droit est dès lors la résultante des contradictions entre les sujets de l'ordre juridique international et est soumise à leur dialectique. La société internationale n'est pas une communauté d'intérêts stable et équilibrée, cette espèce de noumène de l'école classique. Des contradictions profondes opposent les États selon divers facteurs économiques, politiques, idéologiques, militaires, géographiques, stratégiques. Les accords tentent de mettre fin à une contradiction donnée, qu'il appelle les contradictions primitives, et y parviennent au moins partiellement, au moins provisoirement, sinon parfois même artificiellement. La contradiction, souvent non résolue, sera susceptible de réapparaître même sur des points fondamentaux. Non-recours à la force, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, non-intervention. L'utilisation de termes flous ou la mise entre parenthèses de certaines contradictions permettra de faire réapparaître le conflit d'intérêts à l'occasion de l'application de la règle dans une situation concrète. Cette situation sera favorisée par l'évolution des conditions politiques, économiques et sociales dans les États intéressés. Ces contradictions, dites consécutives, appellent une nouvelle négociation, un nouvel accord ou un statu quo. Rien n'est jamais acquis, comme l'écrivait Aragon. L'accord ne supprime pas les rapports de force sous-jacents à la négociation. Le rapport de force matériel qui préside à la négociation est le plus souvent consacré par la norme souscrite. À partir de ce moment, peu importe la force matérielle, le créancier de l'obligation, consacré par la norme, pourra désormais s'appuyer sur le caractère obligatoire de celle-ci. À ce stade, la règle de droit est substituée au rapport de force originaire. Elle la perpétue sous forme de norme obligatoire, pacta sunt servanda. C'est pourquoi pour Charles Chaumont,
Le droit international classique, forgé au XIXe siècle, était dans son ensemble la mise en forme des situations de prédominance des puissances sur les faibles ou sur les peuples dits non civilisés. Le droit présente au surplus une dimension idéologique, dont la fonction essentielle est de représentation et d'occultation des rapports de domination. Cette situation résulte d'un ensemble de concepts abstraits, valorisants, qui légitiment la solution apportée par la norme. Concept de communauté internationale, d'intérêt général, de solution équitable, de liberté, d'ordre public, de caractère raisonnable, de sécurité des relations, et autres concepts de la même eau. Ainsi apparaît le fait que le droit n'est que le discours du pouvoir. Il découle aussi de ce qui précède que le droit, du fait du principe pacta sunt servanda, le droit international, est fait pour durer et est donc par définition conservateur. S'il faut un accord pour le consacrer, il faut encore un accord pour le modifier. La modification du droit ne peut résulter que d'un nouvel accord ou de violations majoritaires qui finissent par triompher, entraînant la création d'une norme concurrente, suivie en fin de compte de l'adhésion de tous à la norme nouvelle ou à l'isolement de l'objecteur persistant, isolé. Souvenez-vous par exemple de la position de l'Afrique du Sud sur l'apartheid et sur la Namibie. C'est exactement ça qui s'est passé. Ainsi, la norme des 3000 marins de mer territoriale, qui après un combat sur des vingtaines d'années s'est muée en règle des 12 000, admis maintenant d'une manière quasi générale, sauf quelques États d'Amérique latine. Toutefois, ainsi qu'on va le voir, tout conservatisme n'est pas per se néfaste. Eh oui, c'est Jean Salmon qui dit ça. Lorsque la contradiction consécutive est trop frivole pour s'imposer. Pour Charles Chaumont et l'école de Reims, le rôle politique de la doctrine est plus significatif que ne le prétendent les auteurs classiques. Ces derniers la présentent comme neutre, strictement scientifique et objective, s'abstrayant de toute intrusion dans le domaine politique. Cette posture classique n'est, pour l'école de Reims, qu'un masque trompeur. La doctrine participe à l'idéologie du système en la reproduisant dans son enseignement comme un devoir-être. C'est ça le droit, du devoir-être. L'école de droit apprend à penser droit, pour ne pas dire penser droite. L'école critique estime au contraire que la doctrine doit prendre position sur les valeurs que le droit véhicule, dénoncer les rapports de domination sous-jacents et leurs masques idéologiques. Il ne s'agit pas de contester l'existence légale de la norme. Le droit positif est le droit positif, mais bien de se situer par rapport aux interprétations possibles des faits ou de la norme, de participer au mouvement réformateur jugé nécessaire, ou au contraire de défendre, c'est ça le côté conservateur, de défendre le maintien de la norme contre des tentatives de modification jugées néfastes ou aventureuses. Le droit est une arme, et parfois la seule que les États faibles peuvent utiliser contre les puissants. Henri Rollin disait que le droit est l'arme des faibles. L'école critique ajoute que le droit est un champ de bataille où il faut choisir son camp. Qu'on me permette ici un diverticule sur les nuances dans l'engagement, ça va faire plaisir à Benoît. Et je vais revenir un instant à un personnage qui n'est pas vraiment dans mes prolégomènes, mais c'est Walter Ganz von der Merch. Il est intéressant de noter que dans la vie, Walter Ganz von der Merch, Henri Rollin et Charles Chaumont étaient liés par de vrais sentiments d'estime et d'amitié. Chaque fois que je voyais l'un ou l'autre, il me demandait des nouvelles des deux autres.
Ils avaient en commun d'être des hommes de combat, des hommes de droiture, et de posséder la volonté de faire progresser le droit comme ils l'entendaient, chacun à sa manière. Et c'est ça qui est intéressant. Ganzoff avait le sens de l'État et du respect de la démocratie, fondement de nos institutions, ainsi que le souci d'assurer la nécessaire cohérence entre le droit et l'évolution de la société, et aussi d'établir une hiérarchie entre le droit international et le droit interne au profit du premier. Mais personne n'aurait pu dire quelles étaient ses opinions politiques. Personne. J'en ai parlé à beaucoup de ceux qui ont travaillé avec lui, ils ne pouvaient pas le dire. Rollin s'était de tout temps engagé dans le combat politique, défendant la paix, la Société des Nations, l'ONU, à la limite contre leurs membres qui dominaient ces institutions par leur impérialisme ou leur lâcheté. Il lutta contre le fascisme, le nazisme, les dictatures, les impérialismes, défendit les peuples qui en étaient victimes. Sur ce point, Rollin et Chaumont participèrent exactement au même combat, je dirais tous, sauf sur la Palestine. Chaumont était pro-palestinien et, comme vous savez, Henri Rollin, lui, était pro-israélien. Tous deux étaient néanmoins ouvertement de gauche sur tout le reste. Mais ce qui est plein d'enseignements, c'est que leur conception du droit international était totalement différente. Henri Rollin restait influencé par une conception classique du droit international. C'était en quelque sorte un patrimoine familial fondé en 1873 par Gustave Rollin-Jacquemins, un de ses grands-oncles, avec l'Institut de droit international, où son père avait été président, où lui-même fut président. Et cet Institut de droit international et ce monde, tel que l'a décrit, vous devez connaître le livre, Koskenniemi, dans son ouvrage « The Gentle Civilizer of Nations ». Charles Chaumont, au contraire, fondait lui sa compréhension du droit sur une analyse et l'usage de la dialectique marxiste. Abandonnons un instant Ganzoff, et pour en revenir à mon propos, si l'on devait résumer d'un mot ce que Perelman, Rollin et Chaumont ont apporté à l'école critique, on pourrait dire que le premier nous a montré la place essentielle de l'argumentation dans la pensée juridique et de sa relativité. Le second nous a incité à l'indignation et nous a donné l'exemple de la lutte avec l'arme du droit. C'était un SL avant SL. Et le dernier nous a donné des clés pour analyser les fondements théoriques du droit international qui justifient une pensée critique. Et j'en viens maintenant aux travaux du Centre de droit international comme école critique. Vous me donnerez bien 10 minutes. Un mot d'abord sur sa composition. Il est formé essentiellement d'enseignants ou de chercheurs plein temps ou mi-temps. Rares sont ceux qui ont à côté une profession d'avocat. Nicolas Angelet, par exemple. Ils ont néanmoins un contact indirect avec la pratique. En effet, une partie traditionnelle de l'activité scientifique du centre porte sur l'analyse de l'activité des entités fédérales et du législateur belge, qui est rapportée depuis 50 ans, à peu près 45 ans, dans les chroniques publiées régulièrement dans la revue belge de droit international. Dans leur enseignement, les membres du centre ne dissocient pas une théorie critique de l'examen des pratiques. Ceci dans des travaux dirigés ou par la préparation active des étudiants du master en droit international au concours de procès simulés, Rousseau, Pictet, René Cassin. Et là, je veux dire que on sait que l'ULB est considéré comme parmi les meilleurs plaideurs. Ils ont vraiment un très beau... ils sont dans les Oscars. Éric David et Cédric Vanas ont mis à la disposition des étudiants un code de droit international public, ce qui n'existait pas avant. Un dictionnaire de droit international dont vous aviez eu la gentillesse de parler il y a un instant, Benoît, est tout de même
c'est le centre qui fut la cheville ouvrière de ce dictionnaire, et il initie les étudiants à la polysémie des concepts. Par ailleurs, les membres du centre sont souvent appelés à exercer une activité de conseil auprès du gouvernement. Les membres du centre sont très actifs dans de nombreuses affaires portées à la Cour internationale de justice. J'ai fait un petit calcul, mais à un titre ou à un autre, une dizaine de membres du centre ont été impliqués dans une vingtaine d'affaires contentieuses ou consultatives devant la Cour. C'est tout de même pas mal. J'en viens maintenant aux positions prises par le centre qui lui valent la réputation d'être l'école critique de Bruxelles en matière de droit international. Depuis sa création, le Centre de droit international a fait preuve d'un militantisme juridique critique en phase avec les modifications profondes qu'a connues le droit international en une période de bientôt 50 ans. On peut distinguer deux périodes. De 65 à 90. J'ai dit 90 et pas 90. Période de guerre froide et surtout de mutation dans la composition de l'ONU. Les membres du centre ont mis leur expertise en droit international au service de diverses causes. Des peuples qui luttaient contre le colonialisme, pour l'application du droit humanitaire aux luttes de libération nationale, nombreux travaux d'Éric David et un très important colloque du centre en 70, à un moment où on allait modifier les conventions de Genève. Un colloque du centre de 73 qui met en lumière la nécessaire distinction entre lutte de libération nationale et terrorisme. Éric David qui montre la différence entre volontaires et mercenaires. Jacques Noël, un de nos assistants haïtiens, qui a évoqué dans sa thèse la défense du principe de non-intervention par les États latino-américains face aux États-Unis. Olivier Corten et Pierre Klein, qui publient plusieurs ouvrages critiquant le droit d'ingérence. Michel Vincineau, qui se préoccupe des exportations d'armes et de droits des peuples. 2 colloques sur le problème de la militarisation de l'espace. Le droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles contre l'exploitation néocoloniale fait l'objet de plusieurs articles. Paulette Pierson-Maty, qui était associée aux travaux du centre, publie de multiples travaux sur l'apartheid. Le centre défend les positions de l'Assemblée générale pour un nouvel ordre économique international, qui a d'ailleurs totalement avorté. Elle soutient les peuples soumis à des dictatures établies en Amérique latine, avec le soutien des États-Unis. J'en ai parlé tout à l'heure, mais nous avons notamment fait un colloque à propos du Chili et du peuple grec face à ses colonels. Dans cette partie-là, Pierre Mertens fut très actif à cette époque. La défense des peuples vietnamiens, palestiniens et sahraouis retient les efforts de plusieurs d'entre nous. Éric David élargit son intérêt à l'ensemble du droit international humanitaire par de multiples travaux. Dans cette période de vaste contestation du droit international classique, à la fois par la bipolarité Est-Ouest et par l'émergence des pays du tiers-monde, le combat du centre est surtout celui du changement. Depuis la fin de la guerre froide, les choses vont changer. Celle-ci entraîne la suprématie des États-Unis, le déclin des idéologies socialistes, ou dites-elles, la marginalisation du tiers-monde et le grignotage de l'État-providence en Europe par l'école néolibérale et la mondialisation triomphante. Fukuyama annonce la fin de l'histoire. C'était allé un peu vite en besogne. C'était sans compter l'apparition de contradictions consécutives. De nouvelles contradictions, à l'Est comme à l'Ouest. La multiplication des conflits internes, l'émergence de nouvelles puissances économiques, l'apparition de nouvelles forces comme la société civile, la crise financière du monde capitaliste, l'unilatéralisme américain et ses aventures en Asie. Il s'agit maintenant de maintenir les acquis des grands principes des relations amicales, de régler par le droit
les conflits internes armés de plus en plus nombreux, dans un monde où l'État souverain est affaibli, de faire face à la pauvreté qui atteint maintenant le monde développé. Les combats du centre deviennent pour une bonne part conservateurs des principes acquis. Les membres du centre s'impliquent donc dans de nouveaux combats. Le nouvel ordre international qui était annoncé par Bush fait l'objet d'un ouvrage collectif particulièrement acide. On s'inquiète d'un Conseil de sécurité instrumentalisé qui prend des allures de législateur, la thèse de Catherine Denis, et plus encore de l'unilatéralisme américain dans une série de domaines. La tentative d'universalisation du modèle occidental de démocratie ou l'idée de la naissance d'un État de droit international qui ne provoque que scepticisme. La plupart des membres du centre, Olivier Courtenne, Pierre Klein, Barbara Delcourt, Éric David, Olivier Paille, François Dubuisson, Anne Lagerwald, et j'en oublie sans doute, s'appliquent à décrypter les justifications des aventures militaires opérées sous divers prétextes. La guerre du Golfe de 90-91, Iran-Irak, celle d'Afghanistan, l'ensemble des violences faites au droit international par la guerre en Yougoslavie, l'intervention armée en Irak, les constructions pour justifier la sécession du Kosovo, l'intervention consentie de l'Éthiopie en Somalie, et j'en passe. Très spectaculaire fut l'appel de juristes de droit international concernant le recours à la force contre l'Irak, lancé à l'initiative du Centre et qui devait ultérieurement inspirer la déclaration de Bruges sur le recours à la force par l'Institut de droit international. On retrouve les mêmes auteurs dans plusieurs travaux traitant des menaces insidieuses contre l'ordre international au nom de concepts variés: l'ingérence humanitaire, la lutte contre le terrorisme, les guerres préventives, la guerre juste, l'usage abusif de la légitime défense, son extension à des opérations de police contre des groupes terroristes, la responsabilité de protéger, l'autorisation implicite, présumée ou rétroactive du Conseil de sécurité, le droit d'intervention de certaines organisations régionales, etc. Dans son ouvrage « Le droit contre la guerre », Olivier Courtenne fait bonne justice de ces déviances et des théories à la mode qui tentent à atténuer la protection des individus en période de conflit armé ou en situation de crise. Un thème récurrent de l'activité du Centre, Éric David, Vaios Koutroulis et d'autres, est la protection des victimes des conflits armés, la diffusion de l'activité des juridictions pénales internationales, notamment le TPIR, et l'amélioration des voies de recours pour les victimes civiles par la compétence universelle, dans lequel le Centre fut particulièrement combatif, mais ce fut, comme vous le savez, un échec. Les causes de l'échec de cette dernière tentative qui a fait trembler les chancelleries ont été analysées implacablement par Olivier Courtenne et Éric David. La défense des droits des peuples coloniaux à l'autodétermination reste une constante pour le Centre. Au Sahara occidental, Vincent Chapeau, ou en Palestine, Éric David et François Dubuisson. L'investissement de ces deux derniers dans les travaux récents du tribunal Russell pour la Palestine ont été notables. Mentionnons encore la défense de l'État souverain, bête noire de la mondialisation, dernier rempart face aux ravages qu'inflige aux citoyens le triomphe de l'économie néolibérale par votre serviteur. Je ne puis mieux conclure qu'en reprenant un extrait d'un rapport récent sur la recherche établi par le Centre. On y lit ce qui suit. Les membres de celui-ci développent un point de vue sceptique face à certaines tendances doctrinales contemporaines qui, au nom de la nécessité de les adapter aux évolutions récentes de la scène internationale, aboutissent à mettre en cause des institutions fondamentales du droit international contemporain. Merci.